Les coulonneux, quand ils parlent de leurs œufs, les coulonneux, ils sont tous dits joyeux. Les coulonneux, les jeunes comme les vieux, les coulonneux, ce sont déjà heureux. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Honore ses trésors. Je vous invite à découvrir des athlètes particuliers, les pigeons voyageurs. On va parler de colombophilie. On est ici à Festubert, pas très loin de Béthune, dans la première maison de la colombophilie française, pour découvrir ces pigeons voyageurs qui sont bien différents des pigeons des villes, qui sont de véritables athlètes. On va essayer de tout comprendre. On va même pouvoir discuter aussi avec un vétérinaire. Allez, on fait le tour du propriétaire avec Benoît Caillé, le président de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais et de la Fédération française de colombophilie. Il y a toute une dimension historique autour de la colombophilie. On est devant un arabat donc, qui servait pendant la Première Guerre mondiale. Benoît Caillé, vous êtes le président de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de la Fédération française de colombophilie. Ça existe depuis quand, la colombophilie ? En fait, la colombophilie sportive, comme on la connaît aujourd'hui, elle est née à la fin du 19e siècle, avec les premiers concours pigeons voyageurs vers 1890-1900. C'est un héritage de nos voisins belges qui concouraient avec des pigeons voyageurs. Et dans la région de Nord-Pas-de-Calais, c'est très développé avec les mineurs et le bassin minier, où les mineurs avaient comme passion de jouer aux pigeons voyageurs. On disait qu'ils regardaient le ciel bleu, qu'ils ne voyaient pas la journée au fond de la mine, que c'était un peu leur respiration. Et donc la colombophilie est née comme ça, soutenue par le patronat des mines, et donc c'est développé fortement dans le bassin minier, et puis ça essaimé un peu partout en France, mais c'est vrai que c'est d'abord une tradition du Nord-Pas-de-Calais. Tradition du Nord-Pas-de-Calais, c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes maintenant ici à Festubert, parce qu'avant c'était Lille. Revenir au niveau du bassin minier, c'était important ? C'est un clin d'œil à l'histoire. Notre idée, c'était de sortir un peu de l'île pour créer une vitrine de la colombophilie française accessible à tout le monde, où on peut avoir des pigeons dans un espace naturel, dans un beau lieu. Il y a combien de licenciés, parce que vous parliez de sport, il y a combien de licenciés dans la fédération ici du Nord-Pas-de-Calais, puis en France ? Alors la France, on a 8000 élevages, et dont 4000 dans le Pas-de-Calais. Donc 50% des colombophiles sont dans le Pas-de-Calais. C'est un sport qui reste populaire, ça coûte cher d'avoir un pigeon ? C'est comme toutes les passions, hein. On peut aimer, moi j'aime le vélo, on peut avoir un vélo à 500 € comme à 5000 €. Hein. On peut avoir un petit pigeonnier de jardin avec 10 pigeons comme un élevage de 200 pigeons. Chacun joue comme il veut, comme il entend. C'est un sport à la maison, familial, le week-end, proche de la nature, qui nous permet de déstresser, qui est très zen, très cool à la maison, proche des animaux. Je suis curieux, mais comment est-ce qu'on entraîne un pigeon voyageur ? Alors en fait, on dit en général que le pigeon voyageur, c'est un peu le cheval du pauvre. En fait, chacun a son écurie avec ses champions. Et donc, les pigeons, ils naissent. Au bout de 3 mois, 4 mois, on commence à les entraîner à 5 km, 10 km. Et puis, dès qu'ils ont 5-6 mois, ils participent au concours. L'année de leur naissance, on fait des concours jusqu'à 400, 500 km. Et puis après, chacun se spécialise, hein, comme dans l'athlétisme. Il y a des concours de vitesse, de demi-fond, de fond et de grand fond. Et donc, les pigeons sont lâchés de 100 à 1000 km. Pour nous, le concours le plus loin, c'est un concours un peu mythique, c'est Barcelone, hein, où ils sont lâchés à 1000 km de chez nous, avec les meilleurs qui reviennent le soir. Donc, ils traversent la France sur le soir. C'est des courses de vitesse, hein. Donc, celui qui vole le plus vite, c'est celui qui a gagné. C'est un sport où il y a beaucoup de jeunes qui y participent ? Alors c'est notre défi. La colombophilie, c'est vrai, a connu un déclin avec une population vieillissante. Aujourd'hui, c'est une passion qui est transformée avec l'arrivée du numérique, les réseaux sociaux. Les pigeons sont équipés de bacs GPS. On peut les suivre pour savoir par où ils passent. Les concours, les classements se font en live. Et donc c'est un sport qui est devenu interactif. Et oui, on a quelques jeunes qui viennent et qui relèvent la passion de la colombophilie. On va aller découvrir comment ça se passe, leur préparation pour le concours, et puis on va aussi aller dans le musée, puisqu'il y a donc un musée ici aussi à Festubert, pour justement donner cette envie et la passion à tout le monde de découvrir le pigeon, de découvrir toutes ces histoires autour du pigeon voyageur, pour également comprendre que c'est très différent du pigeon des villes et que c'est véritablement aussi, je veux dire, un art. Où est-ce qu'on se trouve ici, Benoît Caillé ? Dans quel endroit on est de la maison Alors ici, on est dans le pigeonnier collectif de la maison de la colombophilie, hein, ce qu'on appelle un one loft. C'est un colombier collectif qui accueille plusieurs centaines de pigeons. Et donc là, on est dans la partie centrale où est-ce que les soigneurs travaillent tous les jours pour soigner les pigeons qui participeront au championnat du monde. C'est assez unique en France, c'est un équipement nouveau pour accueillir des pigeons français d'abord et puis aussi des pigeons du monde entier. On organise tous les ans une compétition amicale entre Français, entre pays colombophiles.
pour en faire un lieu d'animation et de rencontre aussi autour du pigeon voyageur. Là, concrètement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe pour les pigeons? Là, on leur fait pas de mal, on est juste en train de vérifier leur identité, c'est ça? On vérifie leur bague électronique, parce que s'occuper d'une bague électronique pour qu'on permette d'enregistrer, ils sont enregistrés au retour. Et donc là, ils vont partir pour Orléans. Ils vont lâcher le matin, Orléans, il y a 250 km. Ils vont être lâchés le matin à Orléans, ils vont mettre 3 à 4 heures de vol pour rentrer vers demain midi, quoi. Donc on les prépare physiquement à voler plus et plus longtemps et plus loin. Quand il n'y a pas de vent, le pigeon vole à une vitesse de 70 à 80 km/h. Okay. Donc quand il y a vent de face, comme pour les cyclistes, il avance moins vite, donc il vole à 50-60. Et s'il a le vent de dos, il peut voler à 110-120 km/h. 120 km/h, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que c'est vrai ce que j'ai pu lire? Je crois que le record c'est 131, 130 km/h, ça c'est vrai? Comme un volier qui est poussé, le pigeon est embarqué par le vent. Maintenant avec Nicolas Conner, le vétérinaire de la maison de la colombophilie française. Comment est-ce que vous êtes venu à cette envie d'être vétérinaire mais spécialisé pour les pigeons? Tout simplement parce que plus jeune, j'étais moi-même colombophile, donc dès l'âge de 15 ans, j'avais des pigeons voyageurs chez moi. Et puis de fil en aiguille, j'ai apprécié m'en occuper, les soigner, et puis j'ai commencé des études de vétérinaire où pendant 6 ans, j'ai appris à soigner des chiens, des vaches, des chevaux, pour pouvoir plus tard soigner des pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs qui sont ici, ce sont des athlètes, ce sont des sportifs. Quelles sont peut-être les blessures, les petits bobos qu'ils ont le plus fréquemment? C'est vraiment une médecine sportive, donc l'objectif est de faire en sorte que le pigeon arrive dans son état de condition optimale pour pouvoir gagner les concours. Et donc, pour le coup, forcément, les problèmes peuvent être, donc si on parle de blessures, les problèmes peuvent être musculaires, donc un peu comme chez l'homme tout simplement. Et le niveau blessure, par contre, plutôt mécanique, ça, ce sont spécifiques aux pigeons. Il y a principalement les pigeons qui peuvent prendre un fil électrique, par exemple, et donc des plaies au niveau du jabot, de l'avant, ou même des ailes, mais dans ce cas-là, les pigeons ne peuvent plus avancer. Et les blessures de rapace. Dans nos régions, il y en a 3 principaux. Il y a l'épervier, il y a le faucon pèlerin et il y a l'autour des palombes. Comment est-ce qu'ils font pour se repérer? Ils ont un GPS intégré? Comment ça fonctionne, le pigeon voyageur? Alors le pigeon, pour s'orienter, en fait, il a plusieurs outils. Il n'a pas un outil, il en a plusieurs, il a toute une panoplie. Donc c'est-à-dire que on parle beaucoup du magnétisme. C'est vrai, le magnétisme fonctionne. Les pigeons, dans le champ magnétique, arrivent à s'orienter un petit peu comme si c'était une carte. Mais ce n'est pas la seule solution. C'est-à-dire qu'il y a aussi le soleil. Donc on sait que quand le soleil est présent, ils savent s'orienter grâce à la position du soleil. Il y a l'expérience. Donc le pigeon sait cartographier les endroits par où il est passé. Donc un pigeon qui sera plus âgé et qui aura plus d'expérience va connaître le chemin par cœur, un petit peu comme si vous faites le même chemin tous les jours. À un moment, vous n'avez plus besoin de GPS. Vous savez où vous allez. Et puis il y a aussi on a découvert aussi, grâce aux recherches scientifiques, que l'odorat aussi participer en tout cas au système d'orientation. On ne sait pas trop comment, mais on sait que quand on le perturbe, le pigeon s'oriente moins bien. Donc ça, ce sont les outils connus, avec encore une part d'inconnu où on n'a pas encore en tout cas déchiffré la totalité de la complexité de l'orientation du pigeon voyageur. On est maintenant à l'intérieur du musée, un musée qui se veut pédagogique. Alors par exemple, Benoît Caillé, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est d'anciens casiers des années 1920. Pour lancer le musée et enrichir nos collections, on a lancé un appel à collecte nationale. Et donc on a des dizaines d'objets qui sont venus de partout en France. Et là, c'est un magnifique ensemble de casiers de 1920 qui a été offert par un particulier de la région de Saint-Omer, qu'on était récupéré dans un grenier, qu'on a démonté et réaménagé ici à Festubert. Et ça fait un magnifique ensemble de casiers de colombophiles des années 20. Donc des éléments de collection, comme certains peuvent avoir un musée de collection, oui. Mais on disait donc aussi un musée pédagogique. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'un point de vue pédagogique? Oui, nous on n'est pas là. On va peut-être avancer. Ouais, nous on n'est pas là pour accumuler des milliers d'objets en fait. On est vraiment là pour transmettre la passion du pigeon voyageur, expliquer ce qu'est le pigeon voyageur, un athlète hors norme. Donc on a une partie historique forcément, parce que le pigeon a une riche histoire de colombophilie civile mais aussi militaire. Et puis on a aussi une partie scientifique pour expliquer ce que c'est un pigeon, pourquoi il s'est volé 1000 km dans la journée, comment il s'oriente. Et puis après on commence avec une frise historique, la colombophilie qui est née il y a quasiment 5000 ans, 10 000 ans avec les premiers Jeux Olympiques. Faut savoir qu'aux Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques d'Athènes, on annonce la victoire des athlètes par pigeon voyageur entre les lieux d'Olympie et puis les villages.
Et puis le pigeon voyageur privilège des nobles jusqu'à la Révolution française. Et puis que la Révolution française, les privilèges tombent. Et après, la colombophile se développe, notamment grâce aux militaires et avec le siège de Paris, où il y a une première utilisation des pigeons voyageurs pour transporter les messages. Et puis après, forcément, l'armée récupère les pigeons voyageurs comme messagers extraordinaires pour communiquer entre le front et l'arrière pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, avec aujourd'hui l'armée qui a toujours des pigeons voyageurs au Mont-Valérien près de Paris. Rôle essentiel pendant la guerre, Première et Seconde Guerre mondiale. Là, voilà par exemple, ça c'était un message que transportait un pigeon voyageur. Ouais, c'est un message qui était roulé en petit dans un porte-message, donc un message de la Première Guerre mondiale. Et ça c'est la taille originale, ouais, donc c'était mis dans quoi? C'était original qui était roulé, plié par exemple dans un porte-message de ce type-là. Donc là ce qu'on appelle un tube porte-dépêche aluminium qui était tout petit, et donc on roulait le message dans le porte-message en aluminium. C'était le microfilm de la Première Guerre mondiale, quoi. Sa mission c'était de porter le message à l'arrière. Voilà un petit peu ce qu'on peut découvrir. Est-ce que vous pouvez découvrir en venant ici au musée, donc à Festubert, donc dans la maison de la colombophilie française. Mais les pigeons, ils ont aussi un monument qui leur est dédié, eux et aussi les colombophiles qui se sont occupés d'eux pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ce monument, on va vous le faire découvrir, il est à Lille. Oui, Emmanuel, ce monument est justement au bout du boulevard de la Liberté à Lille. On est ici au carrefour de l'entrée de l'esplanade du Champ de Mars, de la citadelle de Lille. C'est un lieu de passage pour des milliers d'Illois chaque jour. Et ce monument aux pigeons voyageurs est juste derrière nous. On est avec Célie Klein, vous êtes responsable de la promotion au sein d'Hello Lille, l'agence d'attractivité de la ville. Ce monument a été érigé en 1936. Son concepteur, son sculpteur est Alexandre Decatoire et son architecte est Jacques Allemand. Pourquoi avoir fait ce monument ici à Lille? Bonjour Théo. Oui, effectivement, je dirais que dans les années 30, on est à Lille dans un moment où on est dans le souvenir de la Première Guerre mondiale et la commémoration de tout ce qui est passé. Et en fait, entre les années 1925 et 1936, il y a tout un parcours mémorial qui va être créé en ville, avec notamment le monument aux morts qui est situé place Riour, le monument aux fusillés qui est Square d'Aubenton tout près de nous, et puis ce monument aux pigeons voyageurs qui est à l'entrée de la citadelle du zoo actuellement, mais qui était sur un endroit déjà très fréquenté de promenade des Lillois dans les années 1930. Et donc il s'agissait de rendre hommage aux 20 000 pigeons, l'estimation, qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, et puis aussi aux coulonneux qui étaient les personnes qui les élevaient. Il faut le savoir, c'est le seul monument en hommage aux pigeons voyageurs en France. Il n'y en a aucun autre, il est seulement ici à Lille. Bien sûr, il est unique. C'est le seul monument aux morts de ce type en France. Il en existe un autre, dédié aussi aux pigeons voyageurs, qui est en Belgique, à Bruxelles. Alors ce monument, si on le regarde de plus près, qu'est-ce qu'on peut y voir comme symbole dessus? Ou évidemment un pigeon avec apposé sur un grand bouclier. Le monument, on va dire, est en plusieurs parties. Déjà, on voit en hauteur cette femme qui n'est pas une déesse, mais qui est ce qu'on appelle une allégorie. C'est-à-dire, elle représente une idée un peu abstraite. En l'occurrence, ici, elle représente la paix. Donc, il faut savoir qu'on est dans une époque, l'entre-deux-guerres, avec un gouvernement mené par le Front populaire. Et l'idéologie pacifiste est extrêmement forte. D'autant plus dans un contexte de montée des tensions à nouveau, qui va malheureusement déboucher sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était important, comme sur le monument de la place Riour, de dédier aussi le personnage à la paix et de voir en fait ce que le pigeon avait œuvré aussi pour amener cette paix. Donc cette allégorie de la paix, elle est entourée de pigeons. On peut aussi y voir évidemment des colombes, l'allégorie de la paix, il y a une sorte de double signification. Et puis en dessous, à l'étage inférieur, on voit effectivement ce pigeon situé dans un énorme bouclier qui écrase un gigantesque serpent qui personnifie en fait la guerre. Donc l'idée, c'est de dire un tout petit pigeon en fait arrive à terrasser la guerre par sa bravoure. Et puis de chaque côté du bâtiment, du monument, on a des scènes qui sont traitées en bas-relief qui rappellent un peu des épisodes marquants de la Première Guerre mondiale dans laquelle se sont illustrés des pigeons. Parce que justement, les pigeons ont eu un rôle très important, très marquant lors de cette Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait. C'est une époque où il existait déjà des moyens de communication un peu plus élaborés. Le télégraphe, c'est un peu plus ancien. Mais très souvent, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les bombardements mettaient tout en morceaux, y compris les télécommunications. Et donc, le pigeon voyageur restait vraiment un moyen fiable, peu coûteux,
et extrêmement efficace d'assurer des communications entre les premières lignes et l'arrière-front. C'est un monument qui rend aussi hommage aux colombophiles, c'est-à-dire les éleveurs, les dresseurs de ces pigeons. C'est aussi important de rendre hommage aux hommes qui se chargeaient de ces pigeons voyageurs et qui ont servi pendant cette Première Guerre mondiale, qui ont aussi été pour certains capturés, fusillés. Oui, c'est très important et ce d'autant plus qu'on est dans une région qui est marquée par une forte tradition colombophile et avec beaucoup de coulonneux. Le coulonneux, c'est un peu en argot la personne qui élève des pigeons et c'était quelque chose d'extrêmement populaire à l'époque, un peu moins aujourd'hui bien qu'il en reste aussi. Et effectivement, donc dans une région aussi marquée par cette tradition, il était évident qu'il fallait rendre un hommage aux pigeons et aux coulonneux qui effectivement risquaient gros s'ils étaient pris par l'occupant allemand, puisque l'occupant allemand avait promulgué un décret qui imposait aux coulonneux de tuer tous leurs pigeons ou alors de les livrer, mais en tout cas ils n'avaient aucunement le droit de les garder chez eux et effectivement certains ont payé le prix fort, ont payé de leur vie puisque en fait c'était un acte qui était pris immédiatement comme un acte de résistance contre l'occupant et donc on risquait qui était passible de la peine de mort. Des histoires des pigeons voyageurs, il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a une aussi notamment qui a été décorée à l'ordre de la Nation française à Verdun. C'est assez particulier d'avoir un pigeon qui a été décoré en tout cas. Oui, c'est vrai, certains pigeons ont effectivement rendu de tels services, notamment le pigeon qu'on appelle Vaillant, il porte bien son nom, en 1916, à la bataille de Verdun, et donc qui a rendu d'énormes services en apportant des communications à temps. Et donc après la Première Guerre mondiale, il a été cité effectivement à l'Ordre national du mérite pour les services qu'il avait rendus à la patrie. Aujourd'hui, donc on le disait en préambule, ce monument se trouve vraiment à un endroit, un carrefour de la ville de Lille. Énormément de passants chaque jour. Est-ce que c'est un monument qui aujourd'hui interpelle les passants, les gens, les Lillois, mais aussi les touristes? Beaucoup passent et je pense ont une vue un peu interrogative, se demandent un petit peu ce que c'est que ce monument. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe effectivement, notamment à l'Office de tourisme, des brochures qui ont été éditées par le service Ville d'art et d'histoire de la ville, qui expliquent un petit peu plus les différents monuments, les monuments aux morts qui sont répartis dans la ville et qui explicitent un petit peu tout ce parcours mémoriel en ville. Donc il est possible effectivement de comprendre de quel bâtiment il s'agit quand on s'y intéresse un petit peu. Merci beaucoup Céline Klein pour l'explication de ce monument très particulier et surtout unique en France. On va continuer d'aborder la colombophilie parce que les pigeons voyageurs existent toujours, même si les moyens de communication désormais sont beaucoup plus présents et beaucoup plus développés. Il y a encore des pigeons voyageurs qui sont au Mont-Valérien, c'est en région parisienne. Le maréchal des logis Sylvain garde toujours ses pigeons au cas où. Et il faut savoir que c'est assez important de garder ses pigeons. C'est Héros ailé qu'on va voir tout de suite. À la volée. Allez. Nous allons découvrir aujourd'hui les derniers pigeons voyageurs de l'armée française ici, au Mont-Valérien, à Suresnes. Ce bataillon est entraîné par Sylvain, technicien supérieur d'études et de fabrication. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes le dernier, on est ici dans le dernier colombier militaire d'Europe, c'est bien ça? C'est bien ça, le dernier colombier militaire d'Europe. Donc en 1961, le président de Gaulle va ordonner la dissolution du colombier militaire de Montoire et autoriser la création d'un colombier militaire de tradition. Donc au départ à Saint-Germain-en-Laye et après il est arrivé ici au Mont-Valérien, c'est ça? C'est ça. Donc en 1981, le colombier sera transféré donc de Saint-Germain-en-Laye vers Suresnes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le 8e régiment de transmission de Suresnes est en fait le premier régiment de transmission à avoir été créé en France. Et donc, en fait, on est un peu les garants des traditions des transmetteurs. Donc, c'était logique que le colombier militaire perdure à Suresnes. J'ai dit que vous êtes technicien supérieur d'études et de fabrication. Pourtant, avant, ceux qui vous connaissent déjà, vous étiez maréchal des logis Sylvain. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, voilà, j'ai un changement de carrière. On va dire j'ai atteint les limites d'âge sous l'uniforme.
Et j'ai eu la chance d'être recruté, en fait, toujours en tant que responsable du colombier, mais en tant que fonctionnaire civil. Vous êtes donc, vous vous occupez des pigeons ici. Vous êtes vous petit-fils de colombophile. C'est comme ça que vous êtes tombé dans cet amour des pigeons? C'est ça, comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donc voilà, c'était quelque chose que je partageais avec mon grand-père quand j'étais petit. Et puis quand j'ai été muté au 8e régiment de transmission en 2014, j'ai appris qu'il y avait un colombier militaire et qu'il cherchait quelqu'un, que le responsable avait besoin d'un adjoint, donc je me suis porté volontaire et puis de fil en aiguille, quand lui a été muté, j'ai pris sa place. Les premiers pigeons qui se sont envolés, ce sont des pigeons de gala, c'est ça? C'est ça, alors là en fait il y avait deux compartiments, donc il y avait un compartiment pour les jeunes, donc c'était les pigeons de couleur, c'était les 2025, et les pigeons blancs qui sont réservés pour les lâchers de cérémonie, puisque en fait les municipalités qui nous demandent des lâchers de cérémonie insistent pour avoir des pigeons blancs pour pouvoir jouer sur le thème de la colombe de la paix. Vous allez nous présenter tous les autres, parce que moi dans mon imaginaire en préparant tout ça, je me suis dit ça y est, ils sont tous militaires, mais donc ils ne sont pas tous militaires, si je puis dire, et donc on va essayer de les rencontrer un petit peu pour nous les présenter. Oui, bien sûr. Alors on y voir. Pigeons de gala, ici d'autres pigeons, mais là eux c'est plus pour le sport, pour l'émission, si je puis dire. C'est ça. Donc, lesquels? Alors en fait, tous les pigeons ici sont catégorisés en fonction des catégories de concours auxquels ils vont participer. Donc on va avoir 2 compartiments pour les pigeons de vitesse, donc nos sprinters qui feront des concours entre 100 et 300 km. Les Usain Bolt. Voilà, c'est ça. Voilà. Ici, les pigeons de demi-fond, donc qui seront un peu l'équivalent de coureurs de 1500 mètres en athlétisme, qui seront en fait un petit peu plus fins, un petit peu plus légers, mais qui feront des concours entre 350 et 550 km. En bas, les pigeons de grande distance, donc qui sont vraiment taillés comme des marathoniens, donc c'est des pigeons qui sont très fins et très légers, qui eux feront des concours entre 600 et 1000 km. Et alors il y a des pigeons très particuliers que vous allez rencontrer, qui sont différents des autres, et vous allez comprendre pourquoi. Avant de vous présenter des pigeons très particuliers, je vous présente ceux-ci. Ce sont les pigeons de cérémonie. Ce sont soit les plus jeunes, soit les plus âgés qui ont fini leur carrière et qui maintenant vont participer à toutes les cérémonies officielles. Alors ici, Sylvain, on est avec des pigeons plutôt particuliers. Si on regarde bien, ils n'ont pas tous les mêmes formes, pas tous les mêmes tailles par rapport à tous ceux qu'on a pu voir auparavant. C'est le colombier qui est réservé aux pigeons de colombiculture. Voilà, donc en fait, même si ce ne sont pas des voyageurs, en fait, j'ai quelques pigeons de colombiculture au sein du colombier militaire. Quand je reçois des jeunes enfants dans le musée, et bien en fait, plutôt que de leur parler des différentes guerres, etc., je laisse ça à leurs professeurs, à leur maître d'école. Je préfère les amener au zoo et leur montrer en fait des pigeons qui n'ont pas l'habitude de voir. Et vous m'avez dit, quand on est arrivé, qu'on a fait un petit tour, il y a même un pigeon lillois qui est dans les parages normalement, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, on a une race particulière de pigeons typiquement lilloises. Donc le boulan lillois, qui est en fait un pigeon vous voyez, qui a un jabot surdimensionné. Voilà, et donc sa forme, sa couleur font de lui en fait un pigeon typiquement lillois. Voilà. Un lieu idéal donc pour les enfants, et un lieu idéal aussi pour les enfants parce qu'après il y a le musée. Donc c'est la dernière partie qu'on va maintenant rencontrer. On va donc partir à la découverte notamment de Vaillant et de Gustave. Au cœur du musée qui retrace toute l'histoire de la colombophilie militaire de l'Antiquité à nos jours, et notamment lors de la Première Guerre mondiale avec le pigeon Vaillant, mission en 1916, une mission donnée par le commandant Raynal. Première Guerre mondiale et aussi Deuxième Guerre mondiale, Sylvain, avec ce parachute. Voilà, donc en fait, les Anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale, vont avoir l'idée de parachuter des pigeons anglais au-dessus des zones occupées, de sorte que les résistants puissent récupérer les pigeons et transmettre directement des messages en Angleterre pour la résistance. Oui, parce que c'est aussi ça qui est particulier, c'est que le pigeon, il ne va pas du point A au point B, mais il part du point B pour revenir à son point A. C'est ça, en fait. C'est bien ça. En fait, le pigeon ne fait que des retours. C'est-à-dire qu'on peut lâcher le pigeon de où on veut à chaque fois. Pour lui, sa destination, c'est la maison. Voilà, donc on peut le lâcher, le pigeon va toujours regagner sa maison.
Alors il y a une photo qui est très originale d'un pigeon avec un appareil photo. Vous allez la voir. On va pas raconter l'histoire. Il faut que vous veniez parce qu'on peut visiter en fait. C'est bien ça. Donc en fait, la forteresse est ouverte pendant les journées européennes du patrimoine. Donc vous pouvez visiter donc, la forteresse, l'annexe du musée des transmissions qui est présente sur le site, le colombier militaire et le mémorial de la France combattante, donc qui est juste à côté, là où le président de la République vient raviver la flamme tous les 18 juin. Alors les pigeons qu'on a vus partir au tout début, il serait peut-être temps qu'ils rentrent, non, vous croyez pas? C'est ça, on va les rappeler, on va les donner à manger. Allons-y. Donc là je pars d'un mélange de base et ensuite je vais faire ma petite popote. Un petit peu d'huile pour coller, des probiotiques, de la levure de bière pour les vitamines, des probiotiques pour la digestion, voilà, et du calcium. Ils ont des besoins vraiment spécifiques pour pouvoir avoir les plumes de meilleure qualité possible. Puisque là, en fait, ils sont en train de faire leur plumage pour la saison 2026. Je pense qu'il y en a un ou une qui sait que c'est l'heure de manger. Ouais, c'est un. Un de ceux qui se sont envolés au tout début C'est du bien reportage. ça. C'est le 2021. Allez, viens, loulou. Viens manger. Allez, viens. Viens. C'est tout pour ce numéro d'Honore ses trésors autour de la colombophilie dans la région. On espère qu'on vous aura donné une autre impression, une autre vision donc de l'importance de la colombophilie dans le Nord et le Pas-de-Calais.